Une semaine politique, c'est le grand angle de ce dimanche 31 juillet. Début de semaine en tournée en Afrique, puis un dîner avec MBS, Emmanuel Macron est maintenant en vacances. Pas les députés qui se disent carbonisés par l'intense session parlementaire extraordinaire. Et il faudra encore attendre pour jeter les cahiers au feu. La maîtresse au milieu. Une semaine politique, c'est notre grand angle avec ce soir Perrine Tarnaud, directrice de l'information de la chaîne parlementaire Public Sénat. Bonsoir. Bonsoir. Richard Verly, bonsoir, correspondant en France pour le média en ligne suisse Blick. Et Ousmane Diaye, rédacteur en chef du service Afrique de TV5 Monde. Bonsoir à vous aussi. Pour vous, question traditionnelle, la séquence forte de la semaine, Perrine ? Moi, je lançais un petit avis de recherche. Elisabeth Borne, elle a un peu disparu de nos radars depuis son discours de politique générale. C'était pourtant, de mon point de vue, une séquence réussie. Mais depuis, elle est retournée à ses dossiers. Or, en politique, il faut faire, bien sûr, il faut travailler, mais il faut aussi le faire savoir. La preuve, c'est que je crois que ce soir, on va assez peu en parler. Richard, votre séquence ? La poignée de main dans la cour de l'Elysée entre Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, parce que bien évidemment, à travers cette poignée de main, c'est toutes les questions qui sont posées. C'est celle de la dépendance énergétique de l'Europe, c'est celle du besoin de l'Arabie Saoudite et c'est celle des droits de l'homme, question dont on dit qu'elle a été évoquée, mais de quelle manière, on ne le sait pas. Là, la question de se faire un check, comme on dit, ne s'est pas posée. Effectivement, Ousmane, votre séquence de la semaine, qu'est-ce que vous retenez ? Cotonou au Bénin, palais de la Marina, Emmanuel Macron qui avertit les Africains contre le néocolonialisme russe. Alors c'est intéressant parce que une des accusations qu'on entend le plus contre la France, c'est justement le néocolonialisme. Donc il y a une inversion assez spectaculaire de la perspective. À la bergère. Voilà. Et vous y étiez dans ce voyage, on va y revenir dans un instant. Agenda international chargé, on y revient. Une semaine politique, le résumé est signé Oumi Diallo. Alors apparemment, un sujet que nous n'avons peut-être pas. On va déjà commencer avec cette tournée en Afrique, puisque vous l'avez suivi, ce voyage présidentiel, Ousmane. Comment a été reçu Emmanuel Macron ? Comment a été perçue cette tournée ? Je pense qu'il y avait deux choses. Il y avait l'axe qu'ils ont voulu mettre en avant, qui est l'axe en termes d'agenda et de politique intérieure qui l'arrange. C'est la restitution, la question post-coloniale, qui est une des questions importantes et majeures pour Emmanuel Macron. Durant le premier mandat, il nous a fait la commission Rwanda, la commission Algérie, et là, on va vers une commission Cameroun. Et ensuite, la deuxième partie qui était plus compliquée, c'était la rivalité avec la Russie, parce qu'au même moment où il y était, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, était aussi en tournée africaine. Et on va le voir tout de suite dans le résumé de la semaine signé Oumi Diallo. Décidément, nous n'avons pas le sujet, je crois qu'on va... Alors, on me dit que oui. C'était la première fois depuis 2015 qu'un chef d'État français foulait le sol camerounais. Et l'accueil était à la hauteur des enjeux de la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Face à son homologue camerounais Paul Biya, le président français a fustigé ce qu'il considère comme une complaisance des pays africains à l'égard de la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Mais enfin, il faut dire les choses. On vit mieux. Après avoir annoncé l'ouverture des archives françaises sur la guerre d'indépendance camerounaise, Emmanuel Macron s'est envolé pour le Bénin, accueilli chaleureusement par le président Patrice Talon. Il faut dire qu'entre les deux pays, les relations sont au beau fixe depuis la restitution par la France des 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey. Concernant la lutte contre le djihadisme, la France s'est engagée à livrer des armes au Bénin et à travailler sur le renseignement. Le soir même, direction la Guinée-Bissau pour la dernière étape de cette tournée où le président français a rencontré son homologue Umaro Sissoko Embalo et évoqué le retrait de la force Barkhane du Mali. Les choix faits par la junte malienne aujourd'hui et sa complicité de fait avec la milice Wagner sont particulièrement inefficaces pour lutter contre le terrorisme. Ça n'est d'ailleurs plus leur objectif. De retour en France, Emmanuel Macron a reçu le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Cette visite, la première en Europe depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, a provoqué la colère des défenseurs des droits de l'homme. Après ce marathon international, le chef de l'État français a présidé le dernier Conseil des ministres avant la traditionnelle pause estivale au fort de Brégançon, dans le sud de la France. La rentrée du gouvernement
est prévu pour la semaine du 22 août. Oui, le début de la semaine, c'était en Afrique. Trois pays étonnants dans leur succession. Oui, étonnant parce que d'abord, on aurait pu s'attendre à ce qu'en début de deuxième mandat, Emmanuel Macron se rende dans les pays où l'armée française est déployée. Je rappelle qu'elle est toujours, notamment au Niger, au Burkina Faso, et qu'il y a un regroupement aujourd'hui des forces françaises puisqu'elles doivent quitter le Mali. Il ne l'a pas fait. Il est allé alors au Bénin, on l'a compris, où là les relations vont plutôt bien, mais le gouvernement de Patrice Talon est quand même très contesté. Il est allé au Cameroun, où toute la question c'est la longévité de Paul Biya, qui est déjà au pouvoir depuis plus de 40 ans. Et il est allé en Guinée-Bissau, où on sait que le gros problème, c'est les trafics de drogue et c'est les routes de la drogue vers l'Europe. Donc là, il y avait une équation, je dirais, géopolitique difficile à déchiffrer parce qu'il était sans doute venu en Afrique, non pas pour donner un message aux Africains, mais peut-être aux protagonistes d'autres conflits, notamment aux Russes. Quelle analyse vous en faites, Ousmane? Peut-être c'était pour contrer la perte d'influence en Afrique de l'Ouest, de par exemple aller au Cameroun? Le Cameroun a signé, je rappelle, un accord de défense et de coopération militaire avec la Russie il y a 2 mois. Le Cameroun a une frontière avec la Centrafrique. La Centrafrique, tête de pont des Russes en Afrique. C'est la première économie d'Afrique centrale. C'est un pays, voilà. On voit clairement. C'est un pays qui avait été un peu négligé. Oui, c'est ça. Qui avait été négligé pendant le premier quinquennat. Donc là, il y a une volonté de se recentrer sur l'Afrique centrale. Et puis il y a une volonté de réalisme. Durant le premier mandat, on se souvient, Emmanuel Macron faisait des injonctions au Cameroun sur la démocratie, les droits de l'homme, les prisonniers politiques. Et là, le ton était autre. C'était on vient avec du business, de l'économie, farm, etc. Donc, même si il défend une cohérence par rapport au discours de Ouaga, on voit clairement que la ligne a bougé. On est peu soucieux, moins exigeant sur les questions de principe démocratiques et de droits de l'homme. Perrine, c'est un voyage qui a été très suivi dans la classe politique française? Pas tellement, j'ai un peu l'impression que c'est passé sous les radars un peu en France. Et ce qui est étonnant, c'est effectivement cette sortie d'Emmanuel Macron sur les Russes, où en fait il somme les Africains de prendre position entre les Occidentaux et les Russes dans le cadre du conflit ukrainien. Or, on sait que beaucoup d'États africains, comme notamment aussi au Moyen-Orient dont on va parler après, ces pays n'ont pas envie de prendre position. Ils n'ont pas voté les sanctions contre la Russie à l'ONU. Donc c'est une position qui est un peu étonnante et qui ne va pas porter de fruits à mon avis. D'ailleurs, Paul Biya, devant Emmanuel Macron, c'était une séquence, n'est pas revenu sur cette guerre en Ukraine, ne s'est pas positionné. Oui, il ne s'est pas positionné. Il s'est défendu sur l'accord avec la Russie en disant grosso modo qu'il y a de vieilles relations et que c'est dans la continuité. Par contre, il faut souligner que le président Emmanuel Macron, il va plus fort, il va très fort en qualifiant la position des Africains d'hypocrite. Je pense que c'est une maladresse. D'autant plus que dans un journal que Richard connaît très bien, Le Temps, le ministre des Affaires étrangères du Togo a répondu qu'il faut que les puissances occidentaux cessent de penser l'Afrique, de l'approcher comme une zone d'influence et comme un membre à part de la communauté internationale, et défend l'idée que les Africains doivent être acteurs de la résolution du conflit et être invités autour de la table. C'est ce malentendu qu'il y a entre la France, l'Afrique, dans cette espèce de France-Afrique qui fait le jeu de la Russie, puisque Ousmane, vous le disiez tout à l'heure, il y avait 2 tournées parallèles, celle d'Emmanuel Macron et celle de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Oui, c'est évident. C'est-à-dire que la difficulté pour Emmanuel Macron, si effectivement, comme le dit Ousmane, il y a un infléchissement vers un réalisme, un pragmatisme beaucoup plus tourné vers les affaires, vers l'économie et moins vers les droits de l'homme, le problème c'est Emmanuel Macron, il va essayer de tenir ce discours, mais il est en France coincé par beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme, par beaucoup de gens qui ne veulent pas que la France tienne ce discours-là, donc c'est difficile pour lui. Au fond, le pragmatisme, les Russes, c'est beaucoup plus facile pour eux, parce que Vladimir Poutine n'a de compte à rendre à personne. Donc je crois que Emmanuel Macron est sur un fil du rasoir en Afrique. Il a une obsession, c'est quand même d'y laisser une empreinte française, à un moment donné où, ne l'oublions pas, je le redis, le repli de Barkhane, c'est extrêmement compliqué, et le défi qu'a posé la junte militaire malienne à la France est un défi vraiment difficile à gérer. Et d'ailleurs, le repli de Barkhane, il en a très peu parlé. Voilà. Et c'est le principal dossier. Voilà. Et jusqu'à présent, on ne sait pas quelle va être la nouvelle configuration de la présence militaire française au Sahel. Et beaucoup pensaient que la visite allait commencer au Niger. À la grande surprise, elle n'a pas commencé au Niger. On parle d'un voyage au Niger en septembre. Alors, on va revenir quand même sur la Russie. Ces 2 tournées parallèles, ça a fait l'objet d'une passe d'armes. On écoute Emmanuel Macron dans des termes assez vifs. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose.
même s'ils vous tiennent le discours inverse. Est-ce que Emmanuel Macron a raison de faire du rentre-dedans face à Sergueï Lavrov dans l'idée que c'est le seul langage que connaît la Russie? C'est ça qu'on décrypte? Moi, je pense que ça traduit une difficulté de la France. De le dire en ces termes si peu diplomatiques, sommer les Africains en Afrique, avec ces termes-là, avec ces mots qui en Afrique ont une autre consonance, hein, néocolonialisme, colonialisme, impérialisme, c'est les mots qu'on reproche à la France. Ça peut être contre-productif? C'est les mots de la maladie de la France-Afrique qu'Emmanuel Macron, dans une sorte d'inversion assez extraordinaire, reproche à la Russie. Et je ne suis pas sûr que ça va être productif parce que les Africains, encore une fois, disent nous ne voulons pas choisir dans cette guerre entre puissances parce que nous ne voulons pas en subir les conséquences. Il faut rappeler que l'Afrique, et ça c'était pas loin avant la chute du mur de Berlin, a connu une violence politique liée à la guerre des deux blocs et elle est toujours héritière de cette violence politique. Damon Richard, c'était un voyage, vous disiez peut-être étrange dans le choix des pays, est-ce que c'était un voyage réussi? Je ne crois pas que c'est un voyage réussi. C'est un voyage où sans doute Emmanuel Macron a livré le discours qu'il voulait, mais sur l'impérialisme et le colonialisme, là pour le coup, il est faux ce discours, parce que la Russie n'a pas l'intention de conquérir territorialement le moindre pays d'Afrique. C'est une opération de mercenariat. On met à disposition de régimes africains des mercenaires qui, bien évidemment, ne s'embarrassent pas de questions des droits de l'homme pour faire régner la sécurité. Et la difficulté pour Emmanuel Macron, on ne le dit pas beaucoup, c'est que dans beaucoup de zones où les Wagner interviennent, une forme de sécurité totalement arbitraire revient. Et là, la Russie marque des points parce que ces régimes veulent avant tout sécuriser leur bastion, c'est-à-dire leur capitale. Alors jeudi, Emmanuel Macron s'est dépêché de rentrer de Guinée-Bissau. Il recevait à dîner le controversé prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman. Alors en entrée, une polémique pour avoir reçu MBS. Et puis en pleine résistance de ce dîner, l'impact de la guerre en Ukraine sur le coût de l'énergie. L'automne s'annonce difficile. Paris et d'autres capitales essaient de convaincre Riyad de produire davantage de pétrole. Est-ce que vous êtes sceptique sur les retombées de cet entretien, de ce dîner ? Non, mais là aussi, c'est du pragmatisme, c'est de la réelle politique menée par Emmanuel Macron. Il a bien compris qu'en ce moment, en France, les droits de l'homme, notamment en Arabie Saoudite, passaient derrière le prix de l'essence à la pompe. Donc, c'est du pragmatisme. Il avait déjà ouvert la voie à une réhabilitation du prince héritier saoudien en allant en Arabie Saoudite en décembre 2021. Emmanuel Macron, c'était un des premiers dirigeants occidentaux à revenir en Arabie Saoudite après l'assassinat du journaliste Khashoggi. Donc, la voie était déjà ouverte et il a concrétisé ça cette semaine à l'Élysée. Richard ? Oui, moi je n'ai pas été choqué par cette visite. Alors dire ça, c'est étonnant, mais je pense que Mohamed Ben Salman est un personnage choquant. La manière dont l'Arabie Saoudite se comporte au Yémen est extrêmement choquante. Mais le fait que la France, puissance, membre permanente du Conseil de sécurité, consulte aujourd'hui l'Arabie Saoudite, par ailleurs pays qui passe d'énormes contrats de défense, eh bien il ne faut pas être surpris. Ça s'appelle effectivement la réelle politique. Alors Emmanuel Macron est maintenant en vacances, des congés cette année encore au fort de Brégançon. C'est la résidence des présidents pour l'été, des vacances studieuses, comme le veut la formule. Est-ce qu'il y a déjà, par exemple, un invité à l'international qui est attendu sur place, comme ça a été le cas avec Angela Merkel, Vladimir Poutine ? Alors, pour l'instant, je n'en sais rien. C'est vrai qu'on suit pour l'instant surtout ce qui finit de se terminer un peu au Parlement, hein, parce que Emmanuel Macron est parti en vacances, mais ses ministres n'ont pas le droit encore de partir en vacances. Puis, ni les ministres, ni évidemment les membres du gouvernement, ni la Première ministre Elisabeth Borne. Les députés, d'ailleurs. Qui se disent carbonisés. C'est grande fatigue au Parlement ? Oui, ils viennent de commencer. Donc ça fait un mois effectivement qu'ils siègent à l'Assemblée nationale. Donc il va falloir s'habituer à ce rythme qui est effectivement intense, qui a été particulièrement intense pendant la session extraordinaire puisqu'il y a eu 3 textes importants qui ont été adoptés par l'Assemblée, mais avec des séances houleuses. On l'a suivi, la France Insoumise qui a voulu marquer son territoire, le Rassemblement national également. Donc tout ça, ça donnait évidemment des discussions qui ont été longues, qui ont été compliquées, qui ont été accrochées. Il y a eu pas mal d'invectives à l'Assemblée nationale. Donc forcément, c'est usant, c'est fatigant, beaucoup de séances de nuit, mais ça risque de continuer évidemment à la rentrée et à la session à partir d'octobre. Là, c'était une session extraordinaire, ça a été l'occasion, et puis c'était la première surtout de cette législature. Ça a permis de mettre un peu au jour des tendances peut-être pour les 5 prochaines années de la vie politique française. Après 4 semaines de débat, est-ce que les stratégies des différents groupes sont un petit peu plus claires ?
Moi, je tire une leçon de cette première session extraordinaire, c'est que la France insoumise et la NUPES, donc l'alliance de gauche, a clairement un problème de positionnement. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils ont choisi, au fond, le positionnement rhétorique et in fine, c'est Emmanuel Macron qui gagne et qui fait passer ses textes. Alors que le Rassemblement national, dans une position beaucoup plus discrète, apparaît comme un interlocuteur presque normal au sein de l'Assemblée. Donc, moi, je pense que là, il va falloir que Jean-Luc Mélenchon, qui était en Amérique latine pendant tout ça, reviennent et remettent un peu de l'ordre parce que ça me semble partir dans beaucoup de directions différentes et c'est pas bon signe pour la force de gauche qu'il veut incarner. Perrine, sur le Rassemblement national, vous n'avez pas l'air d'accord? Non, pas du tout, parce que je trouve que le Rassemblement national, effectivement, veut apparaître comme un parti d'opposition, comme un groupe d'opposition responsable à l'Assemblée. C'est ce qu'ils ont réussi à faire, mais en même temps, ils n'ont réussi à faire passer aucun amendement à l'Assemblée nationale pendant ce premier mois de session et de législature. Donc, j'imagine quand même que cette stratégie, elle va aussi être revue par Marine Le Pen, parce que la stratégie de la cravate, comme on l'a appelé, c'est-à-dire qu'ils sont bien propres sur eux et ils sont corrects, etc., dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, les députés du Rassemblement national, mais pour l'instant, ça n'a pas vraiment porté ses fruits, puisqu'ils n'ont réussi à faire passer aucun de leurs amendements, contrairement à la gauche, contrairement à certains amendements, y compris de la France insoumise, mais aussi des socialistes et des écologistes. Donc pour l'instant, c'est limité du côté du Rassemblement national. Et puis la stratégie aussi des LR va sans doute être revue pour la rentrée, parce que pour l'instant, il y a eu beaucoup de compromis passés avec le gouvernement, qui a accepté pas mal d'amendements des Républicains. Au risque de passer pour des alliés de la Macronie. Exactement, voilà, exactement, c'est aussi un piège pour les Républicains. Et on sait qu'en décembre, ils vont voter pour leur nouveau président. Et donc là, forcément, à l'automne, les positions risquent de se durcir chez les Républicains parce qu'ils ne peuvent pas éternellement apparaître comme la force d'appoint de la majorité gouvernementale. La majorité qui a réussi à faire passer ces textes, c'est plutôt une réussite ? Oui, c'est ce que je disais. À la fin, c'est Emmanuel Macron qui gagne et notamment Bruno Le Maire à ses côtés. On voit bien que le tandem fort du moment, c'est le président de la République et son ministre des Finances. Alors, il faut dire que les débats portés sur le texte de loi de finances rectificative et sur le paquet lié au pouvoir d'achat. Mais moi, je suis très frappé du fait que ce tandem domine aujourd'hui la vie politique française. Tout à l'heure, Perrine lançait un appel à Elisabeth Borne. On se demande effectivement où elle est. Mais peut-être que ça fait partie d'une répartition des rôles. Ça, on le saura dans quelques heures. D'autant que Gérald Darmanin monte aussi au créneau en ce moment sur son texte immigration qui arrivera en discussion au Sénat tout début octobre. Ça veut dire quoi quand même que pour la majorité, les lendemains s'annoncent difficiles ? Je ne sais pas, je pense que Emmanuel Macron voulait vraiment une session extraordinaire en septembre et puis il a cédé finalement aux demandes de Franck Riester, son ministre chargé des relations avec le Parlement, et à la demande également de la présidente de l'Assemblée nationale de ne pas siéger en septembre pour justement préparer politiquement le terrain au texte de l'automne, c'est-à-dire essayer de dégager dès maintenant des compromis avec les différents groupes parlementaires à la fois de l'Assemblée et du Sénat et donc de construire de co-construire finalement ces textes pour que les esprits soient prêts à partir de l'automne, à partir du mois d'octobre, à travailler et à voter sur ces textes. Les gros morceaux pour terminer pour la rentrée en octobre ? Eh bien, au Sénat, ils vont commencer par le texte sur l'immigration. Donc, on va voir un peu ce que les Républicains est-ce qu'ils vont faire ou pas de la surenchère sur ce texte. À l'Assemblée nationale, il y aura le financement de la sécurité sociale. Et puis, le gros morceau de l'automne, c'est évidemment le projet de loi de finances pour l'année 2023. Et puis encore une toute petite semaine à tenir. Exactement. Voilà. Et après, c'est les vacances, même pour les députés. Merci beaucoup. Un trio de choc ce soir dans 64 minutes. Perrine Ternot, Richard Verly, Ousmane Diaye. Merci à vous trois d'être venus dans 64 minutes.